Le 5e épisode est lu par Noé. Noé est le fils de Myriam qui a créé ce site Nouvelles du Japon et il a eu la gentillesse de bien vouloir lire un épisode. Sakurajima, épisode 5. Sans aucun doute, j'étais irrité. C'était aussi à cause du manque de sommeil prolongé. Cependant, ce n'était pas seulement cela. En un mot, j'étais incapable d'accepter mon sort. Pourquoi me trouvais-je ici sur cette île du Sud, que j'avais étudiée en cours de géographie à l'école primaire, mais sur laquelle je n'aurais jamais pensé à venir? Et pourquoi devais-je périr ici? Cela, je ne le comprenais pas. Ou plutôt, je ne cherchais pas à l'accepter. Ce n'était pas un fait qui pouvait s'accepter. Mais la situation était pressante. Quel que fût le chemin et quelle que fût la façon, j'étais arrivé à un point où je devais me résigner. Dans les conversations de la salle de cryptage et des quartiers d'habitation, la question de savoir où l'armée américaine allait débarquer revenait de temps à autre sur le tapis. La rumeur courait fallacieusement que la marine prévoyait un débarquement à Fukiagehama, tandis que l'armée de terre concentrait ses principales forces sur les fortifications de la côte de Miyazaki. Okinawa était déjà tombé après un combat désespéré. La sortie du cuirassier Yamato s'était aussi soldée par un échec. D'après les télégrammes que je déchiffrais chaque jour, la défaite totale de notre camp était claire. À en juger par les avions américains qui venaient voler par ici quotidiennement, l'approche du débarquement était une réalité inéluctable. Dans un calme plein d'une tension inquiétante, nous étions entrés dans le mois d'août. La nuit du 1er août, j'étais au service. Sous un faible éclairage, dans la grotte à l'odeur de boue, les hommes travaillaient au cryptage, les regards maussades. De temps à autre, un messager aux yeux ensommeillés venait nous porter un télégramme. Le bruit des recueils de codes qu'on feuilletait était bizarrement irritant. J'allongeais le bras pour prendre un télégramme qui venait d'être apporté. C'était une alerte stratégique spéciale. Je relevais la tête, surpris. Finalement, se passait-il quelque chose? Je consultai à la hâte le recueil de codes. Mot par mot, je couchai le résultat sur la feuille prévue à cet effet. Repérer flotte ennemie 3000 bâtiments. Cap Nord. C'était un message envoyé par le poste d'observation d'Oshima. Je me levai. C'est un télégramme concernant une flotte ennemie. Un éclair de tension traversa brièvement le visage endormi de l'officier de service. La sonnerie électrique retentit. La salle d'état-major fut immédiatement avertie. Dans le passage menant à la salle de cryptage, les cryptographes, leur chef Tanagokoro ainsi que les opérateurs des transmissions qui dormaient sur des matelas, réveillés par les officiers, arrivèrent les uns après les autres. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle, ils plissèrent les yeux en essayant de détourner le regard de la lumière. Ils se rassemblèrent à la table de commandement pour discuter entre eux à voix basse. La quantité de messages augmenta subitement. Il n'y avait que des télégrammes d'alerte stratégique spéciale. Des rapports et des communications, des ordres envoyés à toutes les unités se déversaient dans une grande confusion sur tout le territoire japonais. La flotte ennemie avait clairement pour objectif la région de Tokyo. Allait-il foncer vers la côte de Chiba et prendre Tokyo en un seul assaut? Ce n'était pas inconcevable. En ce moment, les habitants de la métropole de Tokyo dormaient probablement sans rien savoir. L'image du quartier de Hongo où j'avais vécu jusqu'à ma conscription et celle de mes amis me vinrent soudain distinctement à l'esprit. C'était l'image d'un quartier tranquille, sans aucun lien avec la guerre. C'étaient les silhouettes de gens paisibles. La malchance que je m'étais résigné à subir comme étant mienne serait maintenant la leur. N'étaient-ils pas en train de dormir dans leur lit, le visage serein, sans même sentir ce monstrueux présage de mort? Une certaine pensée, accompagnée d'une douleur aiguë, me traversa l'esprit. Et s'il débarquait à Tokyo, moi qui étais à Sakurajima, ne serais-je pas sauvé? Avec l'envie de gémir, je suivis le fil de cette pensée. À la table du commandement
du commandant derrière moi, le volume de la conversation augmentait peu à peu. De temps en temps, un sentiment de désespoir s'envenimait et enflait, et que les voix qui échangeaient des plaisanteries se faisaient criardes. Ceux du commandement militaire et ceux des transmissions de la région Est, ces gars qui croyaient avoir trouvé une bonne planque, ils vont faire une sacrée gueule. Ils pourront se plaindre d'un sacré manque de peau, ça changera rien. Mais ils peuvent s'enfuir dans la plaine de Kanto, non? Quelqu'un interrompait la conversation. Les unités spéciales d'attaque sont prêtes à faire une sortie. Personne ne parla pendant un moment. Ce silence vint peser dans mon dos au point d'en être douloureux. À ce moment, quelqu'un lança une plaisanterie d'un ton nonchalant. De toute façon, l'année prochaine à la même période, nous, on transportera les sacs de farine des Ricains, au port de Sasebo ou ailleurs. Des rires étouffés s'élevèrent. Il n'y aura plus de soldats ni d'officiers mariniers à ce moment-là. Soudain, une voix au ton différent, dépourvue de toute nuance d'hilarité, coupa cette conversation. Ne racontez pas de conneries. C'était une voix sérieuse et dure. Les ricanements cessèrent. Je me tordis un peu pour jeter un regard furtif par-dessus mon épaule. Arrêtez de dire des absurdités devant les soldats. C'était le premier maître Kila. Quand était-il entré dans la salle de cryptage? Je l'ignorais. Ne pouvant me permettre de rester à le contempler, je me retournai et prétendis consulter mon recueil de codes. Le premier maître Kila s'était levé en prononçant ces mots. Il avait jeté un froid dans la salle. C'était juste une blague, pour rire quoi. On sentait que quelqu'un essayait de le calmer. Personne ne pense que le Japon va perdre. Même si c'est une plaisanterie, il y a des choses qu'on peut dire et d'autres que. Premier maître Kila, arrêtez de nous chercher des poux dans la tête. Je crus entendre un « quoi ?» qui resta inachevé, puis il y eut une mêlée, au milieu de laquelle on entendit le bruit sourd d'un corps à corps. Puis, alors que je me faisais tout petit, quelqu'un chancela et vint s'écrouler dans mon dos. Le panneau des nombres aléatoires s'effondra, envoyant voler des dizaines de pièces. Une respiration violente vint effleurer ma nuque. Raidissant le dos, je braquai mon regard sur mon recueil de codes. Je crus entendre ce qui ressemblait à des rires bas et creux. Je me retournai involontairement. Le grand corps du premier maître Kila était appuyé contre les premier maître Kila était appuyé contre les madriers qui soutenaient les parois de l'abri, son visage devenu pâle comme de la cire et semblable à un masque vide d'expression. Lorsque, ayant le sentiment que c'était un spectacle que je ne devais voir, je détournai instinctivement les yeux. Il parla d'une voix faible, proche du gémissement. « Arrêtez ça. » Disait-il d'arrêter de plaisanter ou de cesser cette ignoble querelle? Sa voix était frêle, sonnant comme s'il cherchait à se convaincre lui-même. Un silence glacial tomba au milieu duquel le premier maître Kila, chancelant, quitta l'abri. Le silence fut suivi par le bruit de ses bottes foulant la terre humide. Puis je sentis dans mon dos le relâchement qui vint après la tension. Je parcourais sans raison la liste des télégrammes du jour. Mes doigts manipulant les messages tremblaient même si j'essayais de les contrôler. La flotte ennemie avait été perçue. Cela seul suffisait à exciter tout le monde. Je sentis monter rapidement en moi une sorte de dégoût inexprimable envers ce groupe d'hommes qui avaient perdu la tête, y compris moi-même. Plus que du dégoût, c'était un sentiment qui était beaucoup plus proche de la fureur. Ah, j'aurais voulu mettre mon propre corps en pièces, puis déchirer aussi les leurs et les jeter au fond d'une vallée. Je me frappais sur la nuque du tranchant de la main en y mettant toutes mes forces. À chaque coup, le sang montait à l'arrière de ma tête, accompagné d'une sensation d'engourdissement. Second maître Murakami, si vous voulez bien vérifier cette transcription. C'était la voix d'un soldat. Je tendis le bras pour prendre la feuille de transcription. Les phrases décryptées y étaient tracées en caractères enfantins. Flotte ennemie dans message précédent était une confusion avec des Noctilucs, poste d'observation d'Oshima. Un rire amer me vint.
Tout cela n'était-il rien de plus qu'une farce? Et si l'armée américaine suivait la situation sur les ondes japonaises, comment avait-il interprété la tempête qui s'était soudainement levée ici, Toshima à Yokohama, de Yokohama au Japon entier, d'unité à unité, une masse énorme de messages d'alerte stratégique spéciale tapés et relayés sans interruption. Pour notre unité aussi, l'ordre de passer immédiatement en état d'alerte était déjà parvenu de la base navale de Sasebo. À ce moment-là, les mécaniciens d'aéronefs avaient certainement été réveillés et mis au travail. Quand ils sauraient qu'il s'agissait d'une confusion avec des noctiluques, semblable à une crise d'ordre physiologique, quand ils sauraient qu'il s'agissait d'une confusion avec des noctiluques, dans quel état d'esprit retournaient-ils se coucher? Je partis d'un rire interminable, semblable à une crise d'ordre physiologique. Je me levai pour présenter le message décrypté à l'officier de service. Le regard des officiers mariniers qui étaient à la table de commandement se concentra dessus. Même s'ils l'avaient lu, personne ne riait. « Des noctiluques, hein » dit quelqu'un, d'une voix étrangement affaiblie par l'émotion. Je retrouvai à mon siège, d'où j'entendis la voix de l'officier de service qui téléphonait à la salle d'état-major. L'appareil téléphonique fonctionnait mal et, apparemment, le fait qu'il s'agissait de noctiluques n'était pas compris. Mêlé à cette voix, je saisis aussi la conversation, au ton las, des autres officiers mariniers. Ces derniers temps, il a l'air sur les nerfs, non? Il est bourré de rancœur, ce type-là. La conversation n'alla pas plus loin. Comme il n'était plus nécessaire de rester éveillé, ils quittèrent l'abri, sans doute pour leurs chambrées respectives. 3 heures du matin sonnèrent. La relève arriva. Nous passâmes le relais avant de sortir en rang de la salle de cryptage. Quand on débouchait hors du passage, c'était l'obscurité complète. Afin d'y accoutumer mes yeux, je m'adossai à la falaise de la sortie et restai là un moment. Dans le village de Kagoshima sur la rive opposée, il y avait comme toujours 1 ou 2 endroits qui brûlaient en silence. À croire que les habitants n'avaient déjà plus la force d'éteindre ces incendies. Les mêmes endroits que la nuit dernière brûlaient mollement, lançant des flammes dans les mêmes proportions qu'hier. Je me mis à marcher. Laissant courir une main le long de la falaise, j'avançais en réfléchissant douloureusement. J'imaginais la scène de ce groupe de noctiluques pris pour une armada ennemie. Étincelant d'un bout à l'autre de la mer sombre, les faibles lumières violettes ondulaient comme un ruban et se déplaçaient avec légèreté. Je sentis mon cœur rafraîchi et purifié par cette évocation. Tout en comprenant que c'était un contre-coup de l'émotion précédente, je me laissais doucement aller au sentimentalisme. Une furtive sensation de solitude s'emparait plaisamment de mon corps. Les vents nocturnes frappaient mon visage. Je grimpais le chemin de montagne en prenant mon temps et arrivai au quartier d'habitation. Lorsque j'entrai, quelqu'un était assis, appuyé contre la table au fond. L'homme regarda dans ma direction. C'était le premier maître Killa. Il paraissait être resté immobile dans cette position jusqu'à maintenant. Ils se sont rapprochés du point de débarquement. Il paraît que c'était des noctiluques, chef. Je répondis tout en défaisant ce lacet du col de mon uniforme de travail. Une expression étrangère tenant à la fois du soulagement et du doute passa brièvement sur son visage. Cela ressemblait aussi à l'expression douloureuse d'un enfant persécuté. Comme il tournait le dos à la lumière, cela non plus n'était pas certain. Puis il ferma les yeux. Je gagnai mon lit et me couchai en prenant soif de ne pas faire de bruit. Je me couvris le visage de mes 2 mains. Mes paupières me démangeaient continuellement. La blessure faite à Bonotsu avait à peu près guéri, et la cicatrice formait comme une ride. L'ongle du doigt avec lequel je me frottais à cet endroit touchait le bord de mes lunettes, ce qui produisait un cliquetis. J'écoutais ce bruit avec tristesse. Pardon. Le
6e épisode de Sakurajima, élu par Myriam d'Artois Ako, qui donc a créé ce site Nouvelles du Japon et qui elle-même est traductrice. On va enchaîner les 6e et 7e épisodes, puisque vous connaissez déjà la personne qui lit le 7e épisode. Sakurajima, une nouvelle d'Umezaki Haruo, traduite par Chris Belloine. Épisode 6. Mon quart du matin terminé, à midi, je retournais au quartier d'habitation. Durant ma garde, j'avais été réprimandé par l'officier de service, le chef cryptographe Tanagokoro. La transmission d'un message avait tardé. C'était en plus un télégramme que nous avions intercepté. Il n'y avait pas de raison pour qu'il ait un rapport direct avec ici. Ce n'était rien de plus que l'officier de quart qui voulait se faire bien voir de la salle d'état-major. J'achevais mon déjeuner dans la morosité, m'étendis sur ma couchette pour faire une sieste, et enfin me mis à rêver. Je ne compris pas ce qu'était ce rêve, seulement que j'étais dans un endroit apparemment plongé dans la pénombre, et que je marchais en hurlant de toutes mes forces. J'avançais d'une démarche désordonnée en versant un flot de larmes. Je criais en agitant les mains et en trépignant. Toujours dans cet état, j'opérais une lente remontée vers la surface, avant de finir par rouvrir les yeux. J'étais couvert de sueur, je ressentais une lourdeur dans tout le corps, la sensation du rêve demeurait encore ici et là dans mes membres. Moi qui étais bien réel, je versais des larmes tout comme à l'intérieur de mon rêve. J'éprouvais comme l'envie de me précipiter sur quelque chose, mais je ne savais pas sur quoi. Je restais immobile sur le dos, endurant la sensation désagréable de ma peau poisseuse. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Le mécontentement d'avoir été traité injustement me secouait brutalement à travers les brumes du réveil. Je m'étais énervé tout seul. Ce n'était pas contre quelqu'un, ce n'était pas contre le chef cryptographe Tanagokoro. Je ressentis une colère violente à l'égard de ce qui m'avait acculé dans une telle situation. Une grande tristesse monta soudain en moi. Tout n'était-il pas inutile? Combien de fois avais-je accumulé, puis éliminé, de tels sentiments de futilité? Je me redressai et sautai hors de ma couchette. Superposant les coins de la couverture dérangée pour la plier, je murmurai soudain. Même les couvertures ont des oreilles. Simplement parce qu'elles n'avaient pas de lobe d'oreille, quel sombre et horrible sentiment avait dû éprouver cette prostituée dans cette ville de campagne. Cette nuit-là, son visage enfoui dans ma poitrine, elle m'avait raconté sa vie de façon décousue. L'époque de l'école primaire, où on l'appelait sans oreille. Et même quand elle s'était vendue, elle avait été obligée d'aller dans une pauvre auberge de campagne, comme celle-là. Ne cessant de subir de telles injustices, sur quoi avait-elle bien pu trouver appui pour vivre jusqu'à maintenant? Son profil triste réapparut brusquement dans mon esprit. Le souvenir de son maigre corps succéda à cette image éveillant ma tristesse. Y avait-il un autre moyen d'apaiser mon énervement, si ce n'était prendre le parti de s'accrocher à ce sentimentalisme, puis d'isoler mes sentiments de ce qui m'entourait? Ma jeunesse était bien finie. Ma vie à Sakurajima n'était déjà rien de plus que les derniers jours qu'un homme vivait avant sa mort. Sans m'en rendre compte, je mis de la force dans mes gestes, et empilai brutalement les couvertures déjà pliées. Je m'habillai et quittai la grotte. La lumière ardente de l'après-midi pénétrait violemment à travers mes paupières. J'eus l'idée de grimper au sommet de la colline. Après avoir gravi le chemin rocailleux et traversé le bois, j'arrivai au poste d'observation. Au pied des châtaigniers, comme la fois précédente, la sentinelle se tenait debout. Lorsqu'il m'aperçut, il me donna l'impression d'esquisser un sourire. Je ne saurais dire pourquoi, mais il avait l'air déprimé. « Ah, vous êtes revenu ?» Faisant un signe de la tête, je montai sur la plateforme d'observation et promenais mon regard sur les alentours. Le paysage était écrasé par un soleil brûlant,
dont la lumière sembla éclairer jusqu'au plus profond de mon cœur. Des cumulonimbus se dressaient dans le ciel, piliers massifs qui s'élançaient à des hauteurs de plusieurs centaines de mètres en scintillant d'une couleur argentée. En dessous, on apercevait le site de l'unité aérienne de Kagoshima, dans la banlieue ouest, et l'on voyait, minuscules, les hangars détruits et les poteaux métalliques rougis par le feu. La ville brûlée et calcinée s'étendait à perte de vue à l'est. Les montagnes autour étaient belles, resplendissant d'une verdure éclatante. La région de Taniyama était couverte d'un nuage de poussière blanc, tandis qu'un massif escarpé d'argile rouge était plongé dans la brume. La nature seule était belle. Les ruines de ce qu'avaient construit les hommes étaient rabougries et affreuses. Je m'assis dans la prairie, l'homme s'installa à mes côtés, comme la fois précédente. « Ce travail de sentinelle, c'est dur aussi, hein ? Oh, vous savez, pas tant que ça. On dirait que tu n'as pas le moral. Tu ne serais pas malade ? Je suis si fatigué. » L'homme me montrait la baie paisible en la balayant du doigt. « Chef, dans cette baie, il y a 3 sous-marins. »« Oui, j'ai appris ça dans les télégrammes. Ils sont de chez nous, non ? Vous êtes dans les transmissions, c'est ça ? Moi, je n'arrive pas à distinguer si ce sont des alliés ou des ennemis. Il paraît qu'ils avaient oublié de mettre en marche leur signal d'identification. Ah bon ? Après un moment de silence, l'homme me demanda. « Si vous êtes dans les transmissions, les unités spéciales d'attaque, qu'est-ce qu'elles deviennent donc ? Ils sont complètement fichus. Apparemment, ils se font tous massacrer par les Grunman. Alors, c'est vraiment perdu ? » Il poussa un soupir. Puis, les unités spéciales d'attaque, c'est terrible, non ? Terrible, qu'est-ce que tu veux dire ? L'homme resta muet un moment. Enfin, parlant comme s'il retenait chaque mot, le général Kiso Yoshinaka, il a mis le feu à ses bœufs et les a lâchés dans le camp ennemi, n'est-ce pas ? Ces bœufs, c'est ce que sont les unités spéciales d'attaque. Quand j'y pense, les jeunes gens des unités spéciales d'attaque me font vraiment pitié. Aller à la mort sans rien savoir. Tu dis ça parce que toi aussi tu as des enfants, certainement. De temps en temps, une formation d'appareils d'entraînement s'envole. Eux aussi, ce sont probablement des unités spéciales d'attaque. Oui, et ça ne rime à rien. Le visage de l'homme avait l'air terreux, peut-être à cause de la lumière. Il paraissait exténué. Tu dois prendre soin de toi. La vie dans les tranchées est difficile à supporter. À Kagoshima, il paraît qu'il y avait jadis une tribu appelée Tsuchigumo, un peu comme les Kumaso. Et tout comme nous autres, ils vivaient dans des cavernes. Tu es de Tokyo, peut-être ? Ils ont fini par s'éteindre. C'était sans doute une race faible. Les cigales ont sacrément proliféré. C'est vrai que c'en est presque insupportable. Des kumasemi, posés dans les arbres ici et là, chantaient d'un ton désespéré. Les cigales. Ah oui, les cigales. Les Tsukutsukuboshi ne sont pas encore venus cette année. La sentinelle montra ses dents blanches et partit d'un rire nerveux. Les os au niveau de ses épaules étaient minces, et à cause de son uniforme mal ajusté, il avait un air enfantin, me faisait penser à un petit garçon. Une inquiétude confuse s'empara de moi. L'homme joignit ses 2 mains derrière sa tête et s'étendit sur le dos. Apparemment, aucun avion ne passerait aujourd'hui. D'une voix basse, il se mit à parler. « Vous savez, ces derniers temps, je réfléchis à la beauté de la destruction. » Il parlait d'une voix pleine d'émotion, comme s'il cherchait à se persuader lui-même. « Les ruines, c'est vraiment très beau, n'est-ce pas ? Tu trouves ça beau, vraiment ? J'ai l'impression que les hommes possèdent, en même temps que leur volonté de vivre, une volonté de courir à la destruction. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment ce sentiment. Que les hommes aillent à leur destruction comme des papillons de nuit, au milieu d'une nature si belle,
C'est étrangement beau, n'est-ce pas? Cette dernière partie sonnait comme un monologue. L'autre jour, j'ai assisté à une scène étrange. Qu'est-ce que c'était? L'homme me passa les jumelles qu'il tenait et m'indiqua du doigt une vallée située à proximité. La maison là-bas, vous voyez cette maison de paysan? Encore un peu à droite. Voilà, c'est là. Si vous voulez bien regarder avec les jumelles, à côté du bâtiment principal, on voit un petit hangar, n'est-ce pas? Et là, vous apercevrez certainement un objet qui pend sous l'avant-toit. Vous le voyez? Sur la poutre à l'entrée du bâtiment incliné, je vis à travers les jumelles une sorte de longue corde qui se balançait sous le vent. Il y avait un enfant qui s'amusait, accroupi dans la terre devant la grange. Je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Le sens de tout cela m'échappait. Lui rendant les jumelles, je regardais le visage de l'homme. Et alors? Cette famille, ce sont des paysans. Je crois qu'ils ont une rizière ou un champ dans un endroit éloigné, car chaque matin le couple s'en va en emportant une houe et d'autres outils. Il y a un vieil homme, apparemment malade depuis longtemps, qui dort dans la pièce au fond du bâtiment principal. De temps en temps, il sort pour aller aux toilettes à côté de la grange, mais son corps ne fonctionne plus très bien. Même avec les jumelles, on voit qu'il tient mal sur ses jambes. En plus, il est visiblement atteint d'une longue maladie, et on dirait qu'on le traite comme un gêneur. Il est insulté par la femme quand elle rentre préparer le déjeuner. Il y a aussi un enfant, un garçon de 7 ou 8 ans, avec une grosse tête, qui semble aussi se moquer du vieil homme. Bien entendu, comme je regarde avec des jumelles, je n'entends pas leur voix, mais j'ai deviné à partir de cette pantomime, avec leurs gestes, enfin bon, vous voyez. Le garçon se moque du vieil homme, mais c'est son petit-fils, et le vieux adore ce gosse. Tu as tout compris à cette famille, hein? L'homme rit d'une voix rauque pendant un moment. Eh bien, je crois que je ne suis pas loin de la vérité. Ensuite, si l'on se place du point de vue de ce vieil homme, il est traité comme un fardeau par son fils et sa belle-fille. Il n'a rien à attendre de l'avenir. Un jour, je regardais d'ici avec les jumelles. C'était pendant la journée, le soleil frappait dur. Le vieil homme est sorti à 4 pattes sur la véranda. Puis il est descendu dans le jardin et est parti en direction de la grange. Je regardais en pensant qu'il allait aux toilettes. Mais ce n'était apparemment pas ça. Il a sorti avec difficulté un escabeau et une corde du fond de la grange. Alors que je me demandais ce qu'il allait faire, il a posé l'escabeau à l'entrée et a essayé de monter dessus. Mais comme son corps ne lui obéit plus, il a dégringolé et est tombé par terre 2 ou 3 fois. J'étais de plus en plus inquiet, j'en avais de la sueur poisseuse dégoulinante de mes mains qui tenaient les jumelles. Puis finalement, il est monté sur l'escabeau. Il s'est agrippé à la poutre, y a attaché la corde et a fait une boucle du morceau qui pendait encore, et s'est essayé à tirer 2 ou 3 fois dessus, avec l'air de tester sa solidité. Il allait se pendre. Enfin, il a probablement dû se dire que c'était bon. Il a regardé autour de lui, et alors, juste derrière lui, à seulement 2 mètres de distance, ce petit garçon se tenait debout, comme une ombre. Il restait muet, les yeux fixés sur ce que faisait le vieillard. Même d'ici, j'ai vu clairement que le vieux était secoué. Pour vous dire, le vieil homme, qui tenait fermement la corde et restait tourné vers le garçon, le regardait fixement. Le gosse aussi restait immobile comme une pierre et regardait gravement le grand-père. Ils sont restés comme ça à se regarder fixement pendant une dizaine de minutes. Alors, le vieillard, abattu, est tombé de l'escabeau et s'est écroulé au sol. Le garçon était toujours immobile et ne faisait même pas mine de lui venir en aide. Quand le vieux a fini par atteindre la véranda en rampant,
Il est resté couché sur le ventre, sur la marche à l'entrée, et d'après le mouvement de ses épaules, il a sangloté tel un insecte, a pleuré pendant un long moment, vraiment longtemps. L'homme redressa le torse. « Vous l'avez certainement vu tout à l'heure, c'était cette corde. » Je ressentis brusquement du dégoût envers cet homme. Il n'y avait pas de raison précise. Je demandai d'un ton un peu méchant. « Et tu as trouvé ça horrible, non ?» « Cruel, c'est ce que ça m'a paru. » Qu'est-ce qui était cruel? Le fait que le vieil homme ait dû faire ça? Ou l'enfant qui regardait? Ou que j'ai regardé en cachette avec mes jumelles une scène privée comme celle-là? Je ne sais pas très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir regardé tout ça comme en grinçant des dents. Il leva la tête et observa le ciel. Le soleil, brillant d'un éclat éblouissant, était à son zénith. Si c'était ça, et si c'était que les hommes ne peuvent mourir quand d'autres hommes les regardent? Et si c'était qu'il est impossible d'aller à la mort si l'on n'est pas seul? Il leva une main pour s'abriter de la lumière. Son visage frappé par les rayons du soleil éclatant, la sentinelle avait l'air de rire et de pleurer tout à la fois. Bonjour, bonsoir. C'est Sublime à Tokyo. Ce soir, pour Tiffaine, et pendant la nuit de la lecture, je vais lire le 7e épisode de Sakurajima, le feuilleton écrit par Umezaki Haruo et traduit par Chris Bellois, dont vous pouvez lire l'intégralité sur le site nouvelledujapon.com. Lorsque je sortis, mon service de l'après-midi terminé, les nuages embrasés par le soleil couchant étaient clairs dans le ciel. Parmi les soldats venus pour la relève et qui disaient qu'il y avait eu une distribution de bière aujourd'hui, certains avaient les paupières rouges. Pendant que j'étais de service, juste avant l'heure de la relève, un message urgent était arrivé. Je l'avais décrypté. En retournant vers les quartiers d'habitation, je pensais à ce télégramme. C'était un message dont le contenu était décisif. À mon arrivée dans les quartiers d'habitation, les tables sur lesquelles trônaient des rangées de bouteilles de bière formaient une longue ligne au milieu du passage. Les hommes étaient assis de part et d'autre. La fumée du tabac stagnait au fond du boyau et l'on entendait le cliquetis des bouteilles et des gobelets qui s'entrechoquaient. Je me frayai un chemin vers le fond et m'assis à ma place. Le regard fixé sur mon quart que quelqu'un remplissait de bière, j'eus le sentiment que je ne pourrais pas me faire à cette ambiance bruyante. Les tables étaient souillées de mousse blanche. Je retirai ma veste et portai le gobelet à mes lèvres. Le liquide tiède descendit dans ma gorge avec une agréable sensation de lourdeur. Le sous-officier supérieur des transmissions et le premier maître Kira étaient assis face à moi. Le premier avait les joues rouges, tandis que le second était plutôt pâle. Puis leur conversation attira fortuitement mon attention. Il paraît qu'il n'y a plus aucune trace des grands immeubles. Rien, vraiment? On dit qu'ils ont été mis complètement en pièces. Où ça? À Hiroshima. J'écoutais distraitement. Le premier maître Kira se tourna brusquement vers moi. « Second maître Murakami, il y a eu des messages ?» Ses yeux troubles lançaient des éclairs. Je repassai dans mon esprit le télégramme arrivé avant la relève. « L'armée soviétique a franchi nos frontières, chef. » Mes mots semblèrent troubler considérablement le premier maître Kira. Cependant, son expression ne changea pas. Sans rien dire, il vida son gobelet d'un seul trait,
Il tapota 2 ou 3 fois la table de ses longs doigts sans aucune raison, comme par irritation. Ils entrent en guerre, c'est ça? Ça, je ne peux pas dire. Le message disait seulement que les combats avaient commencé. Je fixai le visage du premier maître Kira. Ce qui ressemblait à un sourire flotta sur ses traits. C'était un sourire cruel qui vous tétanisait de peur. Je détournai instinctivement les yeux. Je vidai mon quart, faisant couler la bière dans mon gosier. Je repris la bouteille et remplis mon gobelet. L'alcool sembla enfin faire son effet. Une sensation de langueur, comme si les extrémités de mes membres se déliaient, vint imprégner agréablement tout l'intérieur de mon corps. Tout à l'autre bout des tables, les conversations devenaient de plus en plus bruyantes. Les hommes se mettaient torse nu et la sueur perlait sur leur corps. Vers la sortie, les couleurs du crépuscule commençaient à s'estomper. Je me moquais bien de ce qui se passait. Les coudes sur la table, je me servis et je bus encore et encore. Je m'enivrai peu à peu et j'eus comme l'impression que tout autour de moi était instable. De nombreuses pensées décousues me vinrent à l'esprit avant d'en disparaître. Je pensais vaguement à Bo-no-tse. À cette époque-là, ça allait encore. Apprenant que j'allais être transféré, l'employé du bureau de poste de Bo-no-tse m'avait donné une 20aine de cartes postales en cadeau d'adieu. Elles étaient rangées au fond de mon paquetage. Je n'en avais pas utilisé une seule. Je me sentis soudain frappé par un remords aigu. Depuis mon arrivée à Sakurajima, je n'avais pas envoyé de nouvelles, même à ma famille. Ma vieille mère ne savait sans doute pas que je me trouvais là. Mon frère aîné était aux Philippines, avec l'armée de terre. Il n'était probablement plus en vie. Mon frère cadet était déjà mort au combat en Mongolie. Subitement, une émotion puissante comme un vent violent m'emplit. En faisant de tels sacrifices, qu'est-ce que la nation japonaise avait pensé accomplir? De vains efforts. Et si tout cela n'avait servi à rien, vers qui devais-je me tourner pour crier ma colère? Alors que les conversations emplissant la grotte commençaient à devenir tumultueuses, d'une table près de la sortie, un chant s'éleva soudain d'une voix fausse, puis plusieurs voix s'y joignirent. C'était la chanson comme des cerisiers d'un même printemps. Les hommes martelaient les tables avec le fond des bouteilles de bière. Les voix, toujours dans un tumulte d'aigus et de graves, passèrent à une autre chanson. Les vibrations secouant les tables gagnèrent mon coude. J'étais conscient d'avoir le regard figé. Je me versai à nouveau de la bière et je bus d'une seule gorgée. Le premier maître Kira, qui avait avalé bière sur bière sans prononcer une parole, vint se placer face à moi. Il s'était déjà mis torse nu. Ses épaules musclées et solides étaient luisantes de la sueur qui les trempait. Il me dit d'une voix basse qui semblait me lancer un défi. « Tu as dit à ces crétins de soldats que la guerre finirait dans le courant de cette année, hein, second maître Murakami ?» Je n'ai rien dit de tel. Ses yeux répugnants et maniaques étaient braqués sur moi. Je décidai de faire comme si de rien n'était. La main qui tenait le quart que je m'apprêtais à vider trembla légèrement. J'ai peut-être dit que si ça continue comme ça, avec des batailles où chacun combat jusqu'à la mort, il y aura beaucoup de pertes des deux côtés, et ça ne pourra probablement pas durer longtemps. En prononçant ces paroles, ma propre faiblesse m'enrageait à m'en faire bouillir le sang. Braquant moi aussi les yeux sur lui, je dis « C'est sans importance, n'est-ce pas, une broutille comme ça ?» « La guerre finira dans le courant de cette année ?» Son ton était insistant, son élocution était moins claire. « Second maître Murakami,
Tu as peur de mourir, hein? Peu m'importe, chef. Tu as peur de mourir, c'est ça? Je m'approchai de lui au point de distinguer clairement jusqu'au vaisseau sanguin de ses yeux. L'ivresse m'avait rendu téméraire. Avec la sensation que la peau de mon visage se refroidissait, je répondis clairement, mot par mot. Si j'avais peur, ça vous ferait plaisir, c'est ça? Je sentis une haine violente déborder des yeux de Kira. Cela dura l'espace d'un instant. Une intuition me dit de ne pas me lever. Le premier maître Kira, la tête rejetée en arrière, partit d'un rire convulsif. Il riait, mais ne souriait pas. Mes mains serrées sous la table ruisselaient maintenant de sueur. Un soldat quitta sa place et vint vers nous en titubant. Les chants, dans un tumulte de voix, se mêlaient confusément. « Premier maître, je vais danser. »« Vas-y, danse !» Cessant subitement de rire, le premier maître Kira avait parlé d'une voix grondante. Torse nu, le soldat courba les mains d'une façon curieuse, puis soudain se mit à exécuter une danse fantaisiste au tempo terriblement rapide en donnant la mesure avec sa voix. Pivotant sur ses jambes chancelantes, il tourna comme une toupie. Il courba ses mains comme les pattes d'un chat et marqua la cadence avec des exclamations. Il se mit à onduler le corps de bas en haut, se pliant, puis se redressant tour à tour. Les chants s'arrêtèrent et furent remplacés par des rires troublés. « C'est quoi ce truc? Arrête ça! Arrête ça !» Le soldat accéléra la cadence, soit parce qu'il avait la tête qui tournait, soit parce que la sueur coulait de son front. Il gardait les yeux fermés et il remuait violemment son corps, tel un possédé. Titubant, il s'appuya au mur de l'abri. La poussière monta légèrement jusqu'à la lumière des lampes électriques. Le soldat salua, son visage affichant une expression tranquille. « Voilà, c'est fini. » C'était une danse de l'île de Shikoku. Les chants s'élevèrent à nouveau. J'avais l'impression qu'il y avait des huées, mais je ne les percevais pas clairement. On entendait le bruit de bouteilles de bière qui se brisent de l'autre côté de la rangée. Puis un chœur confus commença. « Adieu, Rabot, jusqu'à mon retour, mes yeux pleurent cette séparation. » Je fermai les yeux. Mon cœur battait violemment dans ma poitrine. J'appuyai mon menton sur ma main. Mon visage était rugueux à cause de la poussière qui s'y était déposée. J'avais un mal de tête sourd. Mes pensées étaient fixées sur une seule chose. Je n'avais pas peur de la mort, non. Ce n'était pas que je n'avais pas peur. Pour dire les choses clairement, le fait de mourir me répugnait. Pourtant, si cela devait de toute façon arriver, je voulais que ce soit en comprenant pourquoi. Perdre la vie sur cette île et dans ces conditions, comme un chat abandonné et en compagnie des hommes semblables à des insectes qui étaient ici, cela n'était-il pas trop misérable? Depuis ma naissance, sans jamais avoir été comblé d'un bonheur qui en fût vraiment un, j'avais essayé laborieusement et de toutes mes forces de construire ma vie. Mais cela aussi allait être complètement enseveli sous la boue. Est-ce que ce n'était pas bien ainsi? Est-ce que c'était mauvais? Sans réfléchir, je lançai au sous-officier. Premier maître Kira, si je dois moi aussi mourir, je veux que ma mort soit belle, même si ce doit être le seul moment de ma vie à l'être. Un sourire cruel lui monta aux lèvres. Il dit d'un ton autoritaire et venimeux. « Moi, depuis que je suis entré dans l'armée, je me suis battu un peu partout, sur le front chinois et aux Philippines,
second maître Murakami. Les balles volent en sifflant au-dessus de la terre calcinée. Tu avances en te glissant entre elles. Tu es dans l'infanterie de marine. Chaque fois que tu entends le bruit d'une balle, tu as l'impression qu'elle va te transpercer le front. Tu guettes le moment où les sifflements s'arrêtent pour te mettre à courir comme un malade. Mais les balles, si une seule t'atteint, elle t'abat avec une force terrible. Tout le monde avance et tu te retrouves seul sur un grand terrain dégagé, complètement brûlé. Seul, tu te débats comme tu peux. Au bout d'un moment, tu ne bouges plus, tu ne respires plus. Tu as le visage tordu, ton sang souillé coagule, mêlé à la boue. La nuit tombe, puis vient l'aube, et le soir, une nuée de plusieurs milliers de corbeaux arrive. Ils becquettent et éparpillent ta chair. Et les vers, il y en a des milliers. Ensuite, c'est encore la nuit, et il tombe une pluie froide qui blanchit les os de tes coudes et de ta colonne vertébrale. Plus possible de savoir qui tu es ni d'où tu viens. Ce qui reste de toi ne ressemble même plus à un cadavre, second maître Murakami. Tu veux mourir d'une belle mort? Tu veux aller vers une belle mort? Ayant fini de parler, il rit d'une voix désagréable à faire dresser les cheveux sur la tête. Endurant cela avec patience, je pensais à l'enseigne Tani. Ce jeune et vigoureux officier m'avait lui aussi dit que vouloir mourir d'une belle mort n'était rien de plus que du sentimentalisme. Pourtant, qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Seulement que le nihilisme avait transpercé l'enseigne Tani comme le premier maître Kira d'une blessure profonde. Quel rapport cela avait-il avec le désir secret que j'avais de mourir d'une belle mort? Un étrange sentiment de tristesse s'empara de moi. Sans plus regarder dans la direction du premier maître Kira, je promenais un regard vide au-dessus de la table. Le tapage semblait devenir de plus en plus violent. Je secouai mon esprit, qui était sur le point de tomber dans la confusion, et me fis à nouveau couler de la bière dans le gosier. Une chose qui depuis longtemps me tourmentait, mais dont j'avais réprimé dans mon inconscient les tendances à ressurgir, semblait subitement prendre une forme claire dans mon esprit. Dans quel but est-ce que j'avais vécu? Dans quel but? Qu'est-ce que je pouvais bien être? Pendant mes 30 années de vie, j'avais pour ainsi dire vécu en m'efforçant de comprendre ce qu'était ce jeu. Tantôt me flattant d'être moi-même supérieur à l'homme ordinaire, tantôt me méprisant comme un être insignifiant. J'avais vécu une vie de tristesse et de joie, oscillant entre ces deux extrêmes. Au suprême instant de ma mort, laquelle était déjà devant mes yeux, quelle serait mon attitude, moi qui avais rejeté et la vanité et les bravades? Allais-je fuir au moment où la baïonnette d'acier serait dirigée vers moi, préparant la destruction de l'individu que j'étais? Ramper et demander grâce? Ou bien rassembler toute ma fierté et combattre? Je ne le découvrirais que dans cet instant. J'obtiendrais alors une réponse claire à un questionnement vieux de 30 ans. Pour moi, plus que l'ennemi, c'était l'approche de ce moment qui m'effrayait. Dis, tu vas mourir, pas vrai? Comment tu vas mourir? Allez, dis-moi, quel genre de mort ce sera? Quand cette prostituée sans oreille m'avait questionné ainsi, sa voix pouvait laisser croire qu'elle pleurait, tout aussi bien qu'elle étouffait un rire impulsif. À travers le bourdonnement de mes oreilles causé par l'ivresse, j'entendis encore une fois distinctement cette voix fantomatique. Je rejetai la tête en arrière, l'appuyai contre le mur, puis refermai les yeux. À l'intérieur de ma tête, les cigales chantaient. Une armée de plusieurs milliers de cigales faisait pleuvoir ses chants à l'intérieur des parois de mon crâne. Cet étrange festin dans la grotte s'acheminait progressivement vers le délire qui s'était teinté d'une atmosphère de soif et de sang. Alors qu'un courant d'air s'immisçait par l'entrée, de nouveaux chants s'élevèrent encore,
Les tables vacillaient. J'ouvris les yeux. L'entrée en guerre de l'Union soviétique, qu'est-ce que je pouvais bien m'en moquer. Je secouais violemment la tête 2 ou 3 fois, tout en m'efforçant de m'extirper des pensées que j'avais eues jusqu'à présent. Pensant même me joindre au chant, je me dressai sur mes jambes, chancelant, et tentai de me lever en posant mes mains sur la table. La voix du premier maître Kira résonna dans la salle comme un vent soufflant à travers la grotte. « Soldats, apportez-moi mon sabre !» Il donnait l'impression d'être sourd au point de ne plus savoir ce qu'il faisait. Son regard était figé et son visage pâle à en frémir. Il essaya de se relever, perdit son équilibre et s'appuya des coudes sur la table. Des bouteilles de bière se renversèrent avec un fracas énorme et de la mousse blanche coula sur le sol de terre battue. Une main sur la table, il regarda en direction du babou. « Je vais faire une danse du sabre. Allez me le chercher, mon sabre. » Il s'avança en chancelant. Au milieu de ce vacarme confus, quelqu'un commença à réciter un chant ancien d'une voix semblable à un rugissement d'animal. Je ne savais pas qui c'était. Sur ces paroles et ces intonations indistinctes, le premier maître Kira dégaina violemment son sabre. 3 ou 4 applaudissements s'élevèrent pour cesser aussitôt. Il y eut des éclats de rire. Les 2 voix qui récitaient de concert furent relayées par d'autres, les nouveaux participants se succédant dans un ordre confus. Le sabre toujours tendu devant lui, le buste du maître Kira se balança d'avant en arrière. Il écarquilla les yeux. Après avoir baissé son sabre en le tenant parallèle au mur, il lâcha son corps et leva son poing jusqu'au niveau de ses yeux. Il chancela, faillit tomber et s'agrippa à moi. Le sabre lui échappa des mains et chuta sans un bruit. « Murakami, bois, bois encore !» Après avoir baissé son sabre en le tenant parallèle au mur, il relâcha son corps et leva son poing jusqu'au niveau de ses yeux. Il chancela, faillit tomber et s'agrippa à moi. Le sabre lui échappa des mains et chuta sans un bruit. « Murakami, bois, bois encore !» Prisonnière de sa poigne, mon épaule me faisait mal, comme si elle était engourdie. Je me raidis afin de résister à cette prise, tout en tendant la main gauche vers une nouvelle bouteille de bière.